Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du Shoot, le podcast NWX. Si vous nous découvrez aujourd'hui, NWX c'est un collectif d'entrepreneurs du numérique qui est basé à Petit-Quevilly, dont l'objectif principal est de fédérer les professionnels du territoire du numérique. Et en 2016, il y a un projet un peu fou qui avait été lancé qui s'appelait le Shoot, qui était une revue papier dans laquelle on invitait les membres NWX à prendre la parole sur divers sujets numériques. On a bossé pendant plusieurs mois et on est heureux aujourd'hui de faire renaître ce shoot sous la forme d'un podcast audio et vidéo. Et pour donc ce premier épisode sur le sujet du no-code, low-code, est-ce la fin du métier de développeur, j'ai l'honneur, l'immense plaisir de recevoir Camille Simon et Kevin Cauchois. Comment ça va ? Ça va bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Ça marche. Vas-y. Kevin Cauchois, je suis le responsable technique de FTEL. Je suis aussi le gérant de la partie édition. Donc, en fait, on a deux métiers FTEL, une partie développement sur mesure et une partie éditeur logiciel. Ok. Et donc moi, Camille Simon, je gère la structure For Each Code, qui est une agence de développement web sur mesure. Je faisais du développement avant et là j'en fais un peu moins. Mais Ok. j'ai toujours cette base de connaissances. Pour rentrer dans le vif du sujet, enfin avant de rentrer dans le vif du sujet, on va définir rapidement ensemble ce que c'est le low-code et le no-code. Pour moi, c'est la possibilité de créer des sites ou des applications web. Pour la partie low-code, avec une grosse partie qui est, on va dire, automatisée ou sans mettre les mains dans le cambouis et une petite partie de code. Et pour le no-code, c'est vraiment, pour le coup, pas une seule ligne de code. Et on arrive à mettre en ligne un site web ou en mettre en ligne une application. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos métiers c'est des choses des outils que vous utilisez soit en interne pour vos besoins ou soit pour vos clients, ou est-ce que c'est des choses, voilà, est-ce que ça fait partie de votre quotidien aujourd'hui, parce que c'est quand même un terme qu'on entend, je trouve, qui buzz un peu depuis 2-3 ans, on voit ce mot-là un peu partout, mais dans votre quotidien, vous en tant que développeur, est-ce que c'est des choses que vous intégrez ? Sur la partie développement, nous, on fait vraiment beaucoup de sur-mesure, donc pour l'instant pas énormément. On est plutôt sur la réponse quand on a des besoins de clients, on va dire 95% peuvent potentiellement être faits par des outils de no-code ou low-code. Et effectivement, on va plutôt se concentrer sur les 5% restants. En revanche, en interne, effectivement, j'utilise des outils de no-code pour pouvoir gérer tout ce qui va être communication interne, outils pour pouvoir suivre les projets, pour pouvoir suivre la partie commerciale de la société, etc. quoi. Ok. Un peu pareil pour moi, on a quelques outils sur la partie interne où en fait ça va être des outils low-code qui vont nous permettre de gérer le déploiement facilement de nouvelles plateformes, nouveaux clients, de faire du monitoring, de faire tous ces outils-là. Aujourd'hui, la personne qui est en charge du client va demander, je sais pas, l'URL ou le DNS plutôt, et derrière ça va aller créer la plateforme, aller sur le serveur, se connecter, créer le site, et ainsi de suite. Donc en fait tous ces outils-là aujourd'hui c'est plutôt des outils low-code. On n'a pas développé tout à la main, mais on a fait des mini-briques, on a réutilisé beaucoup de choses. Correspondent justement, vous avez développé uniquement ce qui correspondait à vos besoins, quoi. Puis un sujet commun effectivement d'intégration continue, on a vraiment réfléchi à automatiser, on va dire, la partie un peu chiante quand on veut tester un site web ou une application, c'est-à-dire de devoir mettre en ligne la solution pour la tester, quoi. Donc d'automatiser cette partie-là sans que ce soit énergivore. La base de notre taf, c'est qu'on est développeur et pas forcément être admin système ou réseau, quoi. Ok. Ouais. Il y a aujourd'hui beaucoup d'outils no-code ou low-code. Je pense au plus connu, qui est WordPress, typiquement. Pour le e-commerce, il y a Shopify, il y a WooCommerce, il y a ce genre de choses. Est-ce que, d'après vous, c'est si simple que ça aujourd'hui? Il y a un terme qui s'appelle les citizen developers. Donc en fait, c'est des gens qui ne sont pas développeurs et qui qui ont un projet et qui veulent lancer eux-mêmes un site ou une appli. Est-ce que c'est si simple que ça, ce genre d'outil, à prendre en main quand on n'est pas développeur? Qu'est-ce que vous en pensez? Une logique en fait. La problématique c'est que être développeur c'est pas que faire du code. Faire du code c'est un langage, c'est-à-dire être capable de parler anglais, chinois, espagnol comme on veut. Faire du code c'est juste ça. Après le derrière c'est toute la logique qui va avec, c'est-à-dire savoir gérer, on en parlait tout à l'heure, gérer un espace, une marge, une couleur, ce que c'est un fond, ce que c'est un texte, ce que c'est mettre en gras, en italique et tout ça. En fait il y a toute une base de connaissances théoriques avant même de parler de code qu'il faut avoir. Donc oui. Ce qui est cool, c'est que c'est des sujets qui sont en ligne, il y a juste besoin d'un ordinateur, il y a beaucoup de tutos sur internet qui permettent d'être autodidacte dans ces sujets-là. Donc oui, aujourd'hui, la partie développeur citizen, c'est possible, il faut se former, il faut s'auto-former, trouver des bonnes formations, mais c'est complètement possible. Ouais. Ok. Et ton avis là-dessus, toi, tu penses que c'est
Pour moi, effectivement, c'est possible. Néanmoins, comme tu disais, il faut quand même une base de connaissances. Pareil sur tout ce qui va être hébergement. Alors, la plupart des solutions aujourd'hui, WordPress, Wix ou autre, effectivement, on te propose au passage l'hébergement, le nom de domaine, etc. Néanmoins, quand tu dois faire des configurations spécifiques, là, j'ai un exemple en tête, si tu dois faire des campagnes de mailing, par exemple avec un outil tel que Lemlist, tu dois jouer avec des SPF et puis des choses comme ça. Et effectivement, si tu connais pas trop comment fonctionne les DNS ou comment jouer dessus, bah, t'es un peu bloqué. Ok. Donc il y a quand même des limites. Et je vois par exemple sur tout ce qui va être CMS, tu peux intégrer, installer le CMS WordPress par exemple. Et le problème, c'est pas tant l'outil de base, c'est plutôt tous les modules que tu vas avoir besoin. C'est-à-dire que si tu veux un joli design, tu vas prendre un template, tu vas l'installer, tu vas prendre un module pour le paiement, tu vas prendre un module pour pouvoir gérer, je sais pas, une partie X ou Y. Ouais. Et en fait, chaque module étant développé par des développeurs différents, avec chacun leur façon de développer, peut-être certains un peu moins rigoureux sur la partie HTML du template, donc ils vont te faire des petites erreurs. Le designer qui t'a fait le template ou le module que tu as acheté, effectivement, va peut-être pas bien gérer tout ce qui va être balise pour le référencement, et le tout cumulé va te faire peut-être une usine à gaz. Donc tu vas avoir intégré quelque chose, ça va être sympa visuellement, mais est-ce que tu vas avoir, je dirais, le retour de ton travail, c'est-à-dire le référencement, l'acquisition de prospects et puis les ventes finalement sur ton site? C'est ça qui est plutôt embêtant aujourd'hui avec ces outils de no-code, c'est qu'en soi l'outil de base est très bon, mais c'est est-ce que le travail des développeurs qui ont fait les modules, lui, il l'est? Et c'est là où justement, malheureusement, nous on intervient souvent sur des sujets sur mesure pour créer des e-commerce ou des sites web, là où en théorie il n'y aurait pas besoin. Si ce travail, je dirais, sur ces modules et sur ces outils, je dirais, no-code était bien fait, quoi. Ouais, parce qu'en plus, nous, même en interne chez NWX, pour le coup, on a un site qui tourne sur WordPress. Et il y a une fâcheuse tendance, je trouve, sur le no-code ou le low-code, enfin sur ce genre d'outils, de se dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu mets un module. Voilà, plugin, bam, et on se retrouve du coup avec, ce qui n'est pas une très bonne pratique, hein, avec une tonne de modules, parfois qui sont dépendants les uns des autres. Je pense que nous, on utilise ACF pour créer des champs, ce genre de choses. Une mise à jour, ça te pète un truc. Et voilà, il y a ce risque-là, et c'est vrai que, alors nous, maintenant, on est plutôt vigilants sur ce truc-là, mais on a eu des galères, justement, avec des trucs qui étaient plus opérables entre eux. Il y en a un qui passe une version qui est plus compatible, enfin, t'as un bout de code qui change dans l'un, et du coup, ça répercute, enfin, ton site fonctionne plus comme il devrait fonctionner. C'est ça. Et c'est vrai que c'est parfois tentant, en fait, C'est ça. d'aller à la pêche au plugin et de se dire... Un petit test rigolo, en fait, tu as le W3C Validator, qui est un petit Ouais. outil qui te permet de voir un peu l'obsolescence sur ton HTML, les choses qui ont pu être maintenues par le navigateur. En règle générale, quand tu prends un WordPress, et que si tu prends un WordPress de base, normalement il est totalement clean. Quand tu rajoutes des modules, donc tu prends un e-commerce, un WordPress qui a des modules e-commerce, qui a plein de modules X ou Y, tu te rends compte qu'il y a des dizaines, voire des centaines d'erreurs par page. Sur le moment, c'est pas trop gênant, mais les années passant, tu commences à avoir des trucs qui sont plus au standard de ce qu'est le web aujourd'hui. en fait, c'est que les navigateurs soit maintiennent plus certains éléments, Certaines balises, des soit trucs comme il y a ça. des warnings et bientôt ça va merder. Et donc souvent, tu vois que le balisage utile pour le référencement est souvent éclaté, parce que mine de rien, développeur, designer et le métier de référenceur, c'est pas la même chose. Et avoir les trois incompatibles, c'est encore plus dur. Donc c'est surtout ce problème-là qu'on rencontre en fait sur les e-commerce, c'est que fonctionnellement nickel, ça vend, ça marche bien, tout est bon, le process et le workflow est super. Par contre, le référencement il est atroce, quoi. Ouais. Et sans référencement, ton e-commerce, c'est du bouche à oreille, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, donc ça peut être... ce que je retiens un peu de ça, c'est que ça peut presque être un faux ami si on n'a pas la connaissance ou la culture web adéquate qui va avec. C'est quoi. ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui utilisent WordPress, finalement, c'est les agences. Ouais. Parce qu'ils ont cette compétence et cette compréhension-là. Donc c'est là où, effectivement, la personne qui vient pour faire son truc lui-même, il faut quand même une compréhension ultra globale pour pouvoir vraiment bien travailler son site ou son appli, quoi. Ah, puis c'est vrai que sur WordPress, nous, il nous est arrivé de faire des thèmes sur mesure, enfin vraiment du coup de coder ton thème, mais c'est vrai que même pour les agents, c'est intéressant parce que le corps du truc, tout ce qui est back-office, tout ça, c'est déjà fait en fait. Donc pour les agents, enfin pour vous, c'est aussi un gain de temps, j'imagine, de partir d'une base de CMS comme ça, plutôt que de le recréer de A à Z. Tu veux répondre là-dessus? Alors, est-ce que c'est un gain de temps? Est-ce que c'est un gain d'argent? Qu'est-ce que ça peut apporter d'utiliser un CMS pour un client et pour les agences, pour les développeurs? Pour un client, forcément, c'est le coût, parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins cher, nettement moins cher. Le problème, en tant qu'agence, c'est l'obsolescence. C'est-à-dire que tout ce qui est CMS, c'est quand même les solutions les plus hackées, parce que forcément, si tu fais pas les mises à jour et qu'il y a une faille, tout le monde s'engouffre dedans pour t'éclater ton site. Et donc, le problème, c'est dans le temps, c'est pouvoir faire évoluer tout ça.
Et aussi qu'il y a une partie, moi j'appelle un peu boîte noire, c'est-à-dire que le corps, la base de la solution, tu vas pas aller trop trifouiller dedans. Ce qui fait que si y a un pépin là-dessus, bah, tu es un peu emmerdé parce que tu dois aller faire justement du dev spécifique dessus. Et des fois, tu te retrouves sur des situations qui sont pas cool parce que tu n'as pas forcément une connaissance globale du fonctionnement. Donc c'est vrai que des fois, bah, nous, on a pris le parti vraiment de faire que du développement sur mesure. Donc on va pas réinventer la roue. On a des briques qu'on a créées et qu'on vient réutiliser. Connexion, mot de passe oublié, des paniers, enfin le classique. Par contre, vu qu'on maîtrise de A à Z, effectivement, c'est plus simple et pour maintenir un client dans le temps, c'est plus pratique. Je dirais que pour pouvoir utiliser des outils no-code ou low-code, il faut faire que ça. C'est-à-dire qu'au départ, on faisait du PrestaShop au tout départ pour proposer une solution économique sur des e-commerce. Sauf que si tu fais pas que ça, quand tu as des trucs à gérer, c'est un collaborateur à temps plein pour pouvoir gérer ça. Quoi. Ok. Et du coup, j'ai une question parce que, est-ce que ce genre d'outils no-code, low-code correspondent à tous les types de projets? Moi, j'ai la sensation que c'est quand même des outils qui sont intéressants pour lancer un produit, pour à la limite tester une idée. Là, par exemple, pour le festival, le festival NWX, j'ai creusé un peu rapidement et en fait, on avait en tête déjà depuis un moment de pouvoir créer une application pour le festival. Et en creusant, je suis tombé sur un truc qui s'appelle Glide, qui est en fait une sorte de... Ça te génère une web app, sur la base d'un Google Sheet. Ouais. Donc en fait, tes données, c'est pour la personne qui a créé l'application, elle renseigne clairement des phrases et des horaires dans un Google Sheet. Et puis en front, ça génère une application qui va récupérer les données. Et je me suis dit, c'est assez fou. Franchement, c'est fou parce qu'en une heure, j'ai réussi à prendre une application qui correspondait à mes besoins. Est-ce que, pour le coup, c'est cool parce que les besoins sont limités. On savait vraiment où est-ce qu'on voulait aller. Et on savait que ça n'avait pas une prétention, c'est-à-dire que on sait déjà la charge que va pouvoir supporter l'application, puisqu'on sait à peu près le nombre de festivaliers qu'il va y avoir le jour J. Est-ce que les outils no-code type Glide, type Bubble, type WordPress sont intéressants pour tout type de projet, ou d'après vous, il y a un moment où on plafonne et on est obligé de passer à du développement spécifique ou du développement sur mesure? En fait, ça correspond à tout type de projet. Par contre, c'est pas dans les mêmes phases de développement du projet. Okay. On a parlé de WordPress et tout ça qui vont être plutôt des sites web no-code. Ouais. Après, quand tu vas dans les applications no-code, là, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets, notamment lors des phases de démarrage. C'est-à-dire, en effet, comme tu dis, là, pour gérer un tableau, afficher 3 données, ça, il n'y a pas de souci, c'est facile. Tu maîtrises ta volumétrie. C'est sûr que si demain, il y a 20 millions de festivaliers, tu vas avoir un problème de volumétrie, clairement, mais oui, sur la partie début, sur la partie test, sur la partie valider une application, un modèle qu'on veut mettre dans la main d'utilisateur pour voir un peu comment ça réagit, pour faire des tests, ce qu'on appelle les tests AB aussi, pour dire est-ce que l'appli elle est un peu mieux comme ça ou un peu mieux comme ça, comment est-ce que l'engagement est côté utilisateur. Donc là-dessus, oui, complètement. Et ça se voit d'ailleurs dans nos métiers de plus en plus, on a même des clients qui viennent avec une appli no-code ou low-code, et ça fait un peu office de cahier des charges, en mode voilà, ça y est, j'ai fait mon premier niveau, j'ai une base d'utilisateurs, j'ai des demandes, maintenant il faut que je passe à la step au-dessus, et la step au-dessus, ça va être un développement sur mesure. Ok. C'est vrai que là-dessus, c'est franchement pratique. Voire même, il y a 5-6 ans, nous, on a eu un client qui est venu nous voir, qui avait un sujet un peu complexe, pas les moyens. Donc du coup, ils ont commencé par WordPress avec un peu de low-code pour pouvoir, je dirais... tester l'outil et puis chercher les premiers investisseurs. Donc effectivement, on n'est pas intervenu à ce niveau-là. Ouais. Ça leur a permis d'avoir leur levée de fonds, d'avoir des divers fonds de plusieurs organismes, de revenir nous voir et de développer vraiment l'outil sur mesure à leurs besoins. Parce qu'effectivement, ça ne matchait pas à 100%. Ça a matché dans 95% des cas. Il y avait des petites bidouilles pour pouvoir faire fonctionner. Mais globalement, pour un POC, les fonctionnalités principales. Voilà, pour un POC, pour animer une première communauté, c'est intéressant. De rares fois, tu peux aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire que le besoin et le besoin de base, vraiment le MVP, ne rentre même pas dans des outils de no-code ou de low-code. Là, on a eu le cas de figure d'un client qui est venu nous voir l'été dernier, qui est passé par une agence no-code, qui a tenté, et clairement, avec un peu d'analyse, c'était impossible de le faire en no-code. Parce qu'il y a trop de fonctionnalités, on est sur... encore aujourd'hui, le marketplace, tu peux le faire en no-code, mais là, on est sur un marketplace avec des paiements tripartites, avec de l'intégration de visio, de conférences, de calcul de relevé de ce que chacun a pu faire comme travail sur la plateforme. C'était tellement complexe que, clairement, les outils ne sont pas faits pour aujourd'hui. Quoi. Ok.
Donc là, pour eux, rare cas de figure où effectivement, pour un POC, ça marche pas, quoi. Et du coup, je comprends qu'il y a quand même un intérêt, même pour vous en tant qu'agence, enfin en tant que développeur, d'avoir ce type d'outils. Qu'est-ce que vous préférez? Tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant. Ce côté un peu, ok, c'est pas parfait, l'application n'est pas parfaite, mais ça permet du coup au développeur derrière qui va reprendre le projet pour le développer, de comprendre vraiment le projet dans son intégralité et d'avoir déjà une sorte de, je sais pas comment on pourrait traduire workflow, mais de cheminement dans l'application, ce qui est peut-être plus simple pour vous que sur un cahier des charges classique, lambda. Est-ce que c'est plus confortable pour vous de travailler comme ça? Clairement, effectivement, on sait très bien qu'un développeur, s'il a un cahier des charges de 30 pages, il va le lire en diagonale, mais il va peut-être zapper les choses. Okay. Par contre, des maquettes, que ce soit sur Figma, XD ou d'autres outils, effectivement, on va pouvoir jouer avec les pages, jouer avec les vues, et puis dire, ok, je comprends bien le fonctionnement, j'ai quelque chose de visuel. On va vraiment pouvoir se visualiser, ne rien oublier dans l'analyse de la base de données, dans la structure du projet. C'est quand même plus confortable. On le voit effectivement sur les projets... La plupart du temps, quand un projet est géré avec un cahier des charges papier et qui se base sur un cahier des charges papier, il y a beaucoup plus de retours et de recettage sur la phase de développement que quand on a vraiment de belles maquettes fonctionnelles et qu'on se base dessus, quoi. Ok. Et ça, on arrive un peu comme les sujets d'avant où on faisait un cahier des charges et ensuite on faisait pas forcément de maquette, on allait développer puis on réadaptait le dev. Maintenant, on a forcément cette phase-là de faire une maquette, dans le sens pour vraiment visuellement se rendre compte à quoi ça va ressembler. Et de plus en plus, les applis low-app ou low-code ou no-code vont aller un peu plus loin. C'est-à-dire vont aller en plus de la maquette, dire bah voilà, quand je rentre mon champ prénom ici, hop, il atterrit là-bas, il permet de faire ça et ainsi de suite. Si je mets telle donnée GPS, ça s'affiche sur la carte, j'ai mon point qui est là. Donc en fait, on est capable de pousser le truc plus loin, ce qui fait que ça coûte moins cher, ou en tout cas les ajustements, on va les faire plus rapidement dans des outils no-code, low-code. Et derrière, quand on va développer le sur-mesure, au moins on sait ce qui est attendu, c'est clair et ça fonctionne, plutôt qu'en effet un cahier des charges où chacun peut interpréter comme il veut chacune des phrases, quoi. Ok. Ouais, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus explicite pour vous, quoi. Ouais. Puis pour tout le monde, même pour parler avec un client, c'est beaucoup plus simple parce que le client il parle pas à la technique, donc pour lui montrer, pour lui faire comprendre, pour lui expliquer que quand on va faire tel clic ou mettre tel champ à tel endroit, il va se passer ça. Des fois à l'oral c'est compliqué, alors avec une maquette low-code, intelligente, ce sera beaucoup plus simple. Ok. Et j'aimerais aborder aussi, parce que du coup sur vos projets, j'imagine que sur certains de vos projets que vous développez, du coup ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve que pour créer ces solutions no code, déjà il faut des développeurs, et dans les projets que parfois que vous livrez à vos clients, est-ce que vous avez ce truc de se dire on lui livre un outil qu'il va pouvoir utiliser lui-même sans avoir besoin de nous à temps plein, entre guillemets, quand il va vouloir publier une nouvelle page, ce genre de choses. Je sais que par exemple il y a Mon Site Vert. Pour moi, c'est Mon Site Vert qui est du coup un éditeur une plateforme qui permet de créer des sites web éco-responsables. Finalement, le client, il a plus besoin de vous une fois que vous lui livrez la première version du site. C'est le but aussi aujourd'hui, le principe de Mon Site Vert, c'est qu'on va être capable de créer un site avec uniquement des glisser-déposer. Un peu comme il y a dans WordPress ou dans Elementor, mais l'idée là c'est d'avoir vraiment quelque chose focus sur le côté éco-conception, et on a gardé quand même les bonnes idées, les bonnes façons de faire des autres CMS. Donc en fait on a essayé de regrouper dans un endroit, et très facilement et sans avoir besoin de savoir développer, toutes les fonctionnalités pour créer un site web. Donc dedans on va avoir les pages, les articles, le SEO, tout ce qui va avec, la gestion des images et tout ça. Et en effet, le travail des agences et des personnes qui intègrent dans Mon Site Vert, ça va être de créer des blocs qui vont être réutilisés derrière par le client. Okay. C'est-à-dire, on va lui faire sa page d'accueil, il y a un header avec une image et un titre, ensuite on va avoir un autre bloc avec une image à droite et une description, mais en fait ces blocs-là, on va être capable de les rendre réutilisables. Donc en fait on a un bouton sauvegarder tout simplement sur le bloc, et derrière le client, quand il va vouloir reconstruire une page, il peut réutiliser ces blocs-là. Il peut remettre un header, il peut remettre un bloc avec une image à droite, un texte à gauche, puis après il change son texte, son image, et tout est fonctionnel. Donc en fait on se retrouve entre les deux, où l'intégrateur ou l'agence qui va faire le site web va venir créer des petits composants, mais super facilement, tout se fait sans code, et derrière ces blocs-là on va les réutiliser. L'intérêt c'est que la connaissance qu'a l'agence, ce qu'on disait tout à l'heure, savoir ce que c'est une marge, un padding, un fond d'écran, tout ça, le client final n'a pas besoin de l'avoir. Par contre l'agence, forcément c'est son métier, c'est ce qu'elle va apporter comme intelligence dedans, donc derrière elle va créer ses blocs, et derrière le client peut aller créer une page, un nouvel article sans passer par l'agence. Donc en fait vous avez presque créé avec Mon Site Vert un outil de no-code pour les agences et pour les clients finaux, quoi. Complètement. Et en plus qui est éco-responsable, donc qui est plutôt cool.
Est-ce que tu as des exemples, toi, Camille, de projets sur lesquels vous avez livré des choses aux clients et qui, finalement, l'objectif, c'est qu'ils soient relativement autonomes et que ça soit facile à prendre en main, sauf évidemment pour des besoins très spécifiques, des développements, pour le coup, sur mesure C'est vrai qu'en règle générale, sur les plateformes, tu as toujours besoin de créer du contenu. Ouais. Ce contenu va t'apporter du référencement, va t'apporter du trafic. Donc si à chaque fois qu'un client avait besoin d'une nouvelle page ou d'une nouvelle rubrique sur sa plateforme, il devait faire appel à nous, ce serait un peu laborieux pour lui. Coûteux aussi. Donc effectivement, on réfléchit à chaque fois sur les plateformes sur mesure, de pouvoir effectivement, s'il y a un blog, de pouvoir gérer eux-mêmes leurs articles, si ils ont des pages thématiques, de pouvoir gérer leurs pages thématiques, s'ils veulent rajouter des catégories, des rubriques, qu'ils puissent le faire pour que la plateforme soit évolutive sans qu'on doive intervenir tous les 3 matins. Ouais. Parce qu'effectivement, si le client était interdépendant de nous, bon, ce serait sympa financièrement, mais le problème, c'est aussi qu'on ne peut pas se projeter sur de nouveaux clients si on serait en permanence accaparé par les clients actuels. Quoi. Donc l'objectif, c'est quand même qu'ils aient la main, c'est plus confortable pour eux, et au moins, s'il reste des budgets, c'est plutôt pour développer de nouvelles features que pour pouvoir adapter quelque chose qui pourrait s'adapter sans notre intervention. Quoi. Ok. Ouais, donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois cette notion de... Je trouve intéressant parce que c'est utile à la fois pour les développeurs, pour des gens qui souhaitent lancer un MVP ou souhaitent lancer un produit. Enfin, sur le no-code, du coup, finalement, on voit que c'est jusqu'au client final, quoi. C'est-à-dire que parfois, on utilise, ça peut être valable pour quand sans connaissance, on peut essayer quelque chose, en tout cas essayer de mettre en ligne quelque chose, mais que vous en serviez aussi pour fournir ça dans vos projets à vos clients, pour qu'ils puissent être autonomes. Du coup, je trouve qu'il y a plusieurs échelles dans le no-code un peu. Et ce que je trouve intéressant, c'est du coup, c'est ce fait que vous passiez entre deux, les agences et les développeurs, avec les bonnes pratiques, justement. Là où il y a des dérives, typiquement sur des WordPress, sur des Elementor, ou sur même, en ce moment je suis sur Bubble, où vraiment c'est très très ouvert, mais du coup c'est potentiellement plein de mauvaises pratiques. Je pense qu'on peut faire du no-code vraiment dégueulasse, quoi. Et donc c'est cool qu'il y ait un filtre, enfin je trouve ça intéressant que ça soit du no-code mais maîtrisé, entre guillemets. Puis tu peux avoir aussi un niveau encore tout en dessous, on va dire, c'est répondre à juste un besoin spécifique. Ouais. Le gros souci qu'on va avoir, effectivement, quand on va développer une plateforme, c'est qu'on a besoin de plein de fonctionnalités de base et plein de choses de base, des fois pour faire juste une fonctionnalité. Ouais. Alors quand on n'a qu'une, c'est pas intéressant, quand on a 10, ça vaut le coup. Et effectivement, quand tu n'as qu'une fonctionnalité, des fois, utiliser un outil de no-code pour créer l'outil, je dirais, qui répond à un besoin, c'est-à-dire, je sais pas, un formulaire... Ouais. Des techniciens qui doivent faire des interventions, l'intervention doit être en base de données, l'entreprise a besoin de voir les résultats de l'intervention, ils sont sur des feuilles Excel, sur des feuilles de papier, là un outil de no-code répond à un besoin, et effectivement, faire un développement spécifique pour ça, c'est un peu créer une usine à gaz pour un besoin. Donc là, effectivement, le no-code peut être très pertinent. Là où ça devient plus gênant, c'est quand tu as besoin d'avoir plein de briques dans une même boîte et les intégrer au même endroit. Et c'est potentiellement à ce moment-là où, effectivement, le no-code a peut-être besoin un peu de low-code ou de spécifique, quoi. Et si on parle du coup des compétences, est-ce que c'est des choses qu'aujourd'hui vous prêtez attention quand vous procédez à des recrutements, ce genre de choses? C'est-à-dire que moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir un peu une vision 360 sur ce qui se fait aujourd'hui, sur les possibilités qu'offre chaque outil et ce genre de choses. Est-ce que vous prêtez attention, vous, quand vous recrutez un développeur, ou est-ce que, entre guillemets, il y a vraiment le code, le côté compétences techniques qui vous intéresse, ou est-ce que c'est des notions aussi que vous vous dites, vous posez ces questions-là, peut-être qu'on les posait pas il y a 10 ans, j'en sais rien en fait, mais on les posait différemment en tout cas. Pour moi, les personnes qui sont capables de faire du low-code ou du no-code, c'est ceux qui ont déjà une bonne théorie de comment fonctionne un algorithme, de comment fonctionne une application. Derrière, que tu l'écrives en low-code, en no-code, en PHP, en Java, en C#, en ce que tu veux, pour moi, ce n'est qu'une question de langage ou de façon de l'écrire. Donc derrière, c'est quelque chose que la personne va pouvoir apprendre, une compétence. Si on doit lui apprendre à parler espagnol, on lui apprendra à parler espagnol. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Ouais. Par contre, toute la partie logique, toute la partie comment le métier de développeur, pour moi, aujourd'hui, c'est de prendre un problème et de le découper en un petit puzzle de plein de petits problèmes et de dire, chaque petit problème, je vais pouvoir le résoudre avec ma boîte à outils. Et en fait, c'est vraiment cette compétence-là qu'on cherche chez les personnes qu'on recrute aujourd'hui, sur la partie bien penser, bien réfléchir. Alors, bien, ça veut rien dire, mais en tout cas... curiosité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est même plus loin que la curiosité, c'est comment ton problème-là, tu vas le résoudre, et non pas dans quel langage tu vas l'écrire. Ouais. Donc, concrètement, c'est un profil qui te dit, moi je sais faire du no-code ou du low-code. Je m'en fous un peu, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si est-ce qu'effectivement il est capable d'apprendre. Il peut très bien avoir juste des compétences en PHP, techno Microsoft ou peu importe.
Si effectivement il y a de la curiosité, s'il a appris à apprendre, comme dit Kevin, bah, effectivement demain il pourra faire du no-code, low-code, c'est voir effectivement si est-ce qu'il fait un peu de veille. Ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire est-ce que le développeur reste sur ses acquis ou est-ce que c'est un profil qui cherche toujours à avoir les technos intéressantes, les innovations qui peuvent être intéressantes pour faire évoluer son marché, quoi. Ouais, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, quand on prend le développeur citizen, aujourd'hui, ce qu'on regarde dans un CV, c'est aussi ce que la personne a fait. Ouais. Donc, on prend beaucoup de stagiaires ou d'alternance. On aime bien former les étudiants, mais sauf que ce qu'on regarde, c'est aussi ce qu'ils font en dehors de l'école. À côté. C'est-à-dire, s'ils attendent de l'école de tout apprendre, je sais que la personne n'est pas assez ouverte d'esprit. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y a juste besoin d'un ordi d'internet pour aller faire une application. Si en plus, maintenant, il n'y a même plus besoin de connaître le langage de programmation, il n'y a pas de raison que la personne n'ait pas s'intéresser à tout ça. Si c'est son métier de passion, il peut le faire en tout cas. Et c'est des... Comment dire ? Est-ce que c'est des choses que là aujourd'hui, dans les deux cas, c'est plutôt vous faites plutôt du développement spécifique. Vous intégrez de temps en temps du coup dans vos workflows, dans vos process, des briques no-code pour vous simplifier la vie et tout ça. Est-ce que c'est imaginable que demain, des agences entre guillemets ou des éditeurs de logiciels intègrent dans leur offre de service une première phase qui sera du no-code? Parce que je veux dire, c'est qu'en gros, là, demain, moi j'ai besoin d'un MVP. Si je vais vous voir, je sais, parce que c'est du développement spécifique, ça va me coûter cher. Est-ce que c'est quelque chose qui pour vous, de l'intégrer du coup à des agences de développement? Parce que pour vous, ça va être un autre métier qui va se créer, c'est-à-dire que, au même titre qu'aujourd'hui, on a les UI designers qui font vraiment la maquette. Et puis après, on a l'intégrateur. Est-ce que du coup, ça va être scindé? Est-ce que ça va être des choses qui vont être intégrées? Est-ce que ça a du sens de le faire ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je trouve que ça a du sens, au sens où tout à l'heure je te citais l'exemple d'une startup qui est venue nous voir, Ouais. qui est repartie faire du WordPress, faire un peu de low-code pour pouvoir sortir son besoin et qui est revenue nous voir en V2. Effectivement, ce serait dommage de ne pas pouvoir l'accompagner sur la V1, sur son MVP avec des outils de no-code ou low-code, en se disant que de toute façon on sait très bien, le client est au courant que c'est pas quelque chose de stable ni de périn, c'est quelque chose qui est plutôt une preuve de concept pour dire ok, je vais chercher des fonds parce que le banquier il est un peu réticent, il sait pas trop si ça peut marcher, l'investisseur il a besoin de voir par ses propres yeux, et que demain il est déjà client chez toi, donc forcément si le taf c'est bien fait, qu'ils sont contents, toute logique ils vont continuer, tu vois. Ouais. Donc, alors qu'aujourd'hui, effectivement, ce qu'on fait, c'est plus, écoute, tu veux une solution qui est pas chère pour MVP, tu me demandes trop de trucs, on fait que du sur-mesure, peut-être oriente-toi vers un freelance sur du WordPress, ce qui est un peu dommage. Donc là, effectivement, on creuse plus ces choses-là aujourd'hui pour l'intégrer en offre de service, pour dire, voilà, soit pour un MVP, soit des fois pour des besoins, comme je disais tout à l'heure, sur une brique qui ne nécessite pas tout un socle, on va dire, d'architecture d'immeuble pour créer juste un premier étage. Ouais, c'est intéressant. Et est-ce que c'est... je sais pas, je me pose la question pendant qu'on discute. Ça arrive des fois que vous repreniez des projets en cours qui ont été faits par d'autres agences ou qui ont été faits en interne et que du coup vous récupérez soit pour une V2, soit pour améliorer des choses. Est-ce que c'est pas plus simple si tout est dev sur mesure? Enfin, ce que je veux dire, c'est que le PHP c'est universel. Je veux dire, le langage de programmation est universel. Il y a toujours faire des conflits quand tu dis effectivement à une agence en règle générale, les boîtes elles se mouillent pas trop à reprendre le taf d'autres boîtes. Ok. Parce que en fait, alors si c'est du PHP un peu à l'ancienne, c'est compliqué. Tu vois, on a fait une modif sur une app la semaine dernière pour sauver un client qui était en galère parce qu'il n'y a plus de développeurs en interne et on est sur une appli PHP de 2002. Donc forcément, là, le moindre truc que tu touches, tu risques de tout péter. Et quand tu te retrouves avec une appli de plusieurs centaines ou millions de lignes de code, faut avoir aussi une compréhension globale. C'est que on va te demander de changer un truc, mais ça se trouve, ça va impacter 20 autres éléments. Donc en règle générale, les boîtes ne sont pas trop fans. Okay. Là où c'est un peu effacé par tout ce qui va être les frameworks. Donc aujourd'hui, nous on bosse sur Symfony, Kevin sur les technos Microsoft. C'est plus facile de reprendre une application fait en Symfony sur des versions récentes que de reprendre un projet qui a été fait en C# ou en Java. Donc effectivement, c'est toujours possible. Mais en général, les boîtes, c'est un risque pour elles, donc elles le font que parce qu'il y a potentiellement un autre beau projet derrière ou une refonte et c'est un état intermédiaire, mais rarement reprendre pour reprendre, quoi. Okay. De toute façon, quand un projet change d'agence, c'est rarement que le projet se passe bien. Ouais, que c'est le projet que souvent le client n'est pas content. Ouais, c'est ça. Donc nous, de toute façon, ça passe toujours par un audit. En mode, on va aller voir le code, ok, on va mettre les mains dedans. Et on dit, voilà, pour le remettre au niveau, c'est temps. Et pour le redévelopper, c'est temps. Qu'est-ce qu'on fait?
Et après, En règle générale, effectivement, quand tu vois sur des vieilles applis avec des évolutions, etc., puis la compréhension à avoir, parce qu'effectivement, quand tu reprends un vieux truc, il faut former les équipes dessus. Ils l'ont pas développé, donc il faut qu'ils comprennent tout. Ouais. Il y a la phase d'audit. Donc des fois, tu te dis, est-ce que le rapport temps, coût, délai, est-ce que tu n'es pas mieux des fois de refaire? Alors c'est 80% du discours, c'est vrai, quand on voit des clients, quand ils ont une appli, c'est malheureusement, il faut refaire, parce qu'effectivement, si tu mets le coût en face, pour 20% de moins, tu modifies, pour 20% de plus, Ouais. tu refais. Donc bon, tu te dis, est-ce que tu repars sur un truc neuf, ou tu fais évoluer un truc qui a 10 ou 15 ans, quoi. Ok. Ouais, donc, sur l'obsolescence programmée, etc. Ouais. pas Ouais, c'est vraiment la question programmé, programmée. c'est pas maintenu. du coup. C'est pas maintenu, ouais, tout à fait. moi, c'est vraiment la question un peu que je me pose sur cette notion d'obsolescence, sur tout ce qui est outils no-code et low-code, c'est même est-ce que c'est vraiment périn dans le temps? Moi, tu vois, là sur Bubble, je suis en train vraiment de saigner le truc pour voir jusqu'où tu peux pousser l'outil. Pour le coup, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment fou comme outil. Alors par contre, ça demande de maîtriser, enfin pas de maîtriser, c'est pas le bon terme parce que en plus ce serait prétentieux de dire ça, mais ça demande d'avoir un peu une vision de côté base de données, côté workflow, justement interaction entre tes éléments, et puis côté design parce que du coup tu peux intégrer une maquette au pixel près. Exactement. Ce qui est plutôt cool quand tu as un peu une vision 360. Le truc, c'est que je me dis, moi, j'ai une crainte, c'est de passer du temps à développer, à no-coder une application qui finalement va peut-être pas être pérenne dans le temps parce que j'ai pas anticipé un besoin et que finalement l'outil sera pas possible d'y répondre, soit parce que en termes de charge, effectivement, en fait, en plus c'est des offres qui sont auto-hébergées. Donc du coup, tu as forcément une capacité, etc., d'utilisateur ou de compte ou voilà, de requête. Et est-ce que du coup, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre sur ces outils-là? Et est-ce que c'est pas compliqué de l'identifier? Parce que typiquement, moi, je lance un projet. Vous les connaissez quand vous faites du dev. Ouais. Vous savez la charge que peut supporter un site par rapport à tout un tas de paramètres que vous connaissez, c'est votre métier. Sur un outil no-code, c'est plutôt... Alors maintenant, j'ai remarqué d'ailleurs Bubble a fait un billet de blog sur son pricing parce que qu'est-ce que c'est 10 000 visites par jour? Ouais. Est-ce que c'est 10 000 visites? Est-ce que c'est le même visiteur qui revient? Est-ce qu'on le compte comme une visite? Il y avait toutes ces questions-là, donc ils ont fait un truc super transparent, ce qui est plutôt cool. Mais est-ce que voilà... moi, c'est des questions que je me pose en tant que... Je m'intéresse vachement à ces technos-là et je me dis, est-ce que finalement, le taf que je suis en train de faire pour une app que j'ai en tête, il est pas risqué, en fait, de mettre mes billes là-dedans. Sachant que moi, mon MVP, il est déjà fait. Entre guillemets, je sais grosso modo que... Voilà. Mais j'ai envie de tester parce que ça m'intéresse, mais je me dis, est-ce que je perds pas du temps? Ça dépend, je dirais c'est une réponse de bon normand. Si tu utilises les briques qui sont proposées et que tu viens pas faire de low-code dessus, en toute logique, même si les modules ou l'outil évoluent, ils te proposent de faire des mises à jour. Donc en soi, tu es comme WordPress, tu mets à jour tes modules, bon des fois t'en as qui s'impactent entre eux, c'est pas de bol, mais normalement c'est censé évoluer. Là où ça peut être plus embêtant, si on reprend l'exemple d'un WordPress, c'est quand tu vas faire du low-code dessus pour essayer de répondre à un besoin un peu plus spécifique. Donc tu vas faire du code sur mesure sur un WordPress, et là effectivement les modules de WordPress doivent être évolués, et quand tu les fais évoluer, potentiellement ça va te changer la structure d'une partie de la base de données, ça va te casser des relations, et ton travail sur mesure que tu as fait, potentiellement il est à refaire. C'est pour moi là le risque, c'est ce qu'on voit le plus régulièrement, c'est des clients qui viennent nous voir qui nous disent ouais, on était fan, on a fait un WordPress, bon c'est cool pour la gestion de contenu, le problème c'est qu'on a une partie spécifique et à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, des fois on a des interruptions de service et nous une journée d'interruption de service ça coûte 50 000 €. Donc le calcul étant fait, est-ce qu'on n'est pas mieux à sécuriser avec d'autres technos ou cette partie-là crée un module qu'on vient aussi faire évoluer, enfin voilà, à réfléchir différemment quoi. Donc oui et non. Ouais, même réponse, sur des tout petits sujets, en effet sur des bugs, sur des MVP, sur des sujets de présentation qui sont assez, où le low-code et le no-code répondent assez bien, oui, il n'y a pas de souci. Mais en effet, par contre, tu vas vite ou pas, le plafond de verre, je trouve qu'il est vite atteint. Ouais. Tu as plusieurs axes, tu as le côté financier, tu as le côté fonctionnel. Il y a un moment, peut-être que se dire, est-ce que mettre 1000 balles par mois dans une appli no-code, c'est c'est ça, en plus, ou pas, les tarifs sont élevés. Quand tu prends le truc pro sur Bubble, typiquement, tu arrives sur je crois que tu es à 700, je ne vais pas dire de bêtises, mais tu arrives vite à 500-600 $ par mois. C'est une phase d'accélération d'avoir un truc rapide pour le tester, quoi. Ouais. Après, dans le temps, tu te poses des questions. C'est ça. Après, il faut voir la souplesse, en effet, pour ajouter des fonctionnalités.
C'est est-ce que l'outil va vraiment permettre de, il te manque un truc, est-ce que je peux faire intervenir un développeur, une agence spécialisée pour répondre à ce petit besoin-là qui manque dans leur outil. Et puis je rajouterais aussi la partie les applis SaaS aujourd'hui, du coup, on n'est pas propriétaire. Aujourd'hui, tu n'es pas propriétaire de l'application que tu as développée chez eux. Non, effectivement. Donc l'intérêt des agences, c'est aussi de dire, ok, ça coûte cher ou pas, mais c'est beaucoup plus cher en tout cas comparé à NoCode. Par contre, le code vous appartient. Demain, on garantit que même si je ne souhaite pas une de nos sociétés s'arrête, le code il vous appartient, vous le prenez, vous allez voir quelqu'un d'autre, vous continuez. Tu peux internaliser les choses, ce qui se passe d'ailleurs souvent. C'est-à-dire que quand on accompagne des startups ou de belles structures, le truc c'est qu'on est là à l'origine pour pouvoir accélérer parce que eux en interne ils vont pouvoir maintenir dans le temps et le faire évoluer, mais pas la même cadence qu'une agence qui a une équipe déjà construite pour pouvoir le faire. Là, c'est vrai que c'est un point que tu dis un truc c'est hyper intéressant que j'y avais jamais pensé en fait. En fait que demain, c'est vrai que du coup tu développes, tu no-codes tout sur des plateformes. Mais à aucun moment, le corps même de la plateforme, c'est eux qui le codent et c'est vrai que ton code t'appartient pas. Quoi. Je connais pas, c'est ça. Et on parle juste du code. Après, si tu vas chercher les données, je sais pas, Bubble, c'est français, américain, russe. Alors, je crois qu'il y a un cofondateur. Non, je crois qu'il y a un des gars qui est français. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Ok. Mais je crois que c'est franco-américain. Je prends l'exemple. RGPD. Avant même d'aller dans le RGPD, je prends l'exemple de la situation actuelle. Bubble serait développé en Russie, on a coupé tous les ponts, t'as plus de données, t'as plus d'appli, juste parce que de l'autre côté, Bubble a fait le choix d'aller là-bas. Je prends un exemple tout simple. Sur notre activité que j'ai, on fait des escape games en réalité virtuelle. On a 12 escape games qui sont réalisés par une boîte qui est à Kiev. Concrètement, leurs serveurs, aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Donc c'est une structure internationale, ils ont des studios à New York, un peu partout, mais tous les développeurs sont à Kiev. C'est-à-dire que demain, s'il n'y a plus personne pour maintenir et si les serveurs sont là-bas, typiquement, j'ai 70% de mon activité de réalité virtuelle qui se stoppe. Donc il y a effectivement toutes ces notions de cloud, de sécurité de la data, d'RGPD, et ouais, c'est quand tu prends ton truc pour lancer ton MVP ou pour faire ton outil stable, tu te poses un peu cette question-là. Je sais pas si on a parlé, mais de notions. Typiquement, je m'en sers beaucoup. Il va falloir que je me pose la question à un moment donné d'où sont stockées les données, tu vois. Alors effectivement, si demain l'outil, je sais pas, il HS, il subit une panne ou autre, qu'est-ce que tu fais ? Et là, Notion, en l'occurrence, te permet de télécharger une version HTML. Donc tu peux arriver à la faire tourner en local sur ta machine. Tu seras peut-être pas sur un truc évolutif, c'est-à-dire que tu auras juste ce que tu as créé et tu seras coincé à l'instant T. Néanmoins, tu perds pas ta data. Mais effectivement, pour des outils, pour tout type d'outils, CRM, que ce soit de la prospection, que ce soit des campagnes de mailing ou autre, Pipedrive par exemple, ou HubSpot ou autre, si l'outil est KO, t'es un peu, voilà quoi. Et tu peux avoir la même chose en sur-mesure sur des applicatifs. Néanmoins, on essaie quand même de redonner les données pour que si ça casse un endroit, ça reprenne un autre endroit. Mais ouais, il y a pas mal de questions à se poser quand tu choisis l'outil, la techno. Tout comme la techno, est-ce que demain elle va pas mourir parce que par manque de développeurs, par manque d'évolution, parce que elle devient un peu désuée puis personne ne l'utilise plus. La communauté, c'est ça. La communauté est hyper importante et je pense sur ces outils de no-code aussi. Regarde là, tu parlais tout à l'heure de Google qui lâchait un de ses outils de no-code. Ouais, Google. Alors après, il y a aussi la partie évolution. C'est en effet, Bubble aujourd'hui décide de faire ça. Demain, ils se font racheter par un autre ou ils décident d'évoluer vers autre chose. Toute la partie migration qui va être compliquée. C'est en effet, en début d'année, Google, ils ont arrêté. Ils avaient je sais plus comment ça s'appelle, Google Apps, je crois. Et ils sont en train de le transformer en AppSheet. Pour leur partie low-code, no-code va devenir AppSheet. Sauf que le problème, c'est que je suis pas sûr que ce soit compatible ce qu'il y avait avant sur Google Apps et ce qu'il y a maintenant sur AppSheet. Donc, t'as la partie ok, ce que t'as fait là, si ça se trouve, ton appli, demain, Bubble va décider de faire une V2 qui est pas compatible et que derrière, tu te retrouves avec ça, que tu vas devoir recoder, réécrire, enfin, pas coder du coup, mais. Renocoder. Voilà, renocoder. Et pour terminer, il y a aussi une notion qui me paraît importante dans le contexte actuel et par rapport à la crise du climat, c'est que du coup, je trouve que ce genre d'outil, c'est super cool. Par contre, en termes de qualité de code, je sais pas. Enfin, moi, je me pose pas la question parce que je suis pas développeur. Donc, en gros, moi, ce qui m'importe quand je fais du no-code, c'est bête, hein. Mais j'ai ma maquette, je l'intègre, j'ai mes fonctionnalités, ça fonctionne, c'est cool. Alors, on va le passer dans un GTmetrix ou un truc comme ça pour voir si c'est pas trop, si les images sont bien réalisées. Voilà, c'est pas la cata. Mais
Mais je me pose aussi la question, c'est assez opaque mine de rien, je trouve, le côté code et le côté comment est construit cette solution-là. Et je suis pas sûr, alors bah du coup, et pour le coup il y a mon site vert qui est une bonne alternative, mais moi c'est quelque chose qui m'embête sur ce point-là. Je me suis fait tacler d'ailleurs parce que bah du coup j'ai trituré mon WordPress à fond. En plus, il y a des utilisateurs qui peuvent externes qui peuvent publier sur la plateforme. Donc en fait, je maîtrise moyennement le format du contenu qui va être publié sur mon site. Et du coup, je me dis bah ouais, c'est cool ces outils-là, mais ça pose aussi des problèmes en termes de éthique entre guillemets et d'éco-conception quoi, parce que je suis pas sûr que ça soit très. Tu as dit bon terme, c'est éco-conception et conception, ça dépend de comment ça a été conçu. Effectivement, mon site vert, ils ont pris en compte tous ces critères de poids des images, peut-être de règles aussi de quand tu déposes une image qui ne doit pas dépasser tant de kilooctets. On ne parle même pas de mots, on parle de kilooctets. Voilà. Ça, c'est important. C'est ce que je disais tout à l'heure sur WordPress. La base est saine, mais est-ce que les modules faits par les développeurs, eux, sont bien faits ? C'est surtout ça, c'est dans ta chaîne alimentaire, vérifier que le travail a été bien fait du début de la chaîne à la fin de la chaîne, quoi. Et ce qui est pour le coup... Tu peux avoir des bons outils de no-code avec un code super propre, comme des outils de no-code qui sont ultra crades, quoi. Et là, effectivement, tu te poses la question en tant que client lambda, comment tu vérifies la qualité de ce qui est produit, quoi. Et ça, c'est compliqué, quoi. Parce que vu que c'est opaque, quand tu as une partie web, tu as plein d'audits en ligne, enfin plein d'outils en ligne qui permettent d'auditer, de vérifier, d'aller triturer le code et d'aller triturer le rendu pour se dire ok, c'est quali, c'est pas quali. Quand tu es sur un applicatif mobile, bon, c'est plus compliqué. Si toute la chaîne est opaque, tu vois pas ce qui se passe. Et effectivement, tu peux juste le mesurer par des plantages, des temps de chargement trop longs, voilà, des choses comme ça, quoi. Mais, un nombre de requêtes trop important. Un nombre trop de requêtes, voilà, tout à fait. Ok. Ouais, donc c'est vraiment, moi c'est vraiment ce qui me, c'est vraiment le truc qui me bloque. Je trouve que il y a vraiment, je trouve que c'est fou ce qui se passe en ce moment. Mais il y a ce truc qui est pour moi absent du débat, quoi. Enfin, je veux dire, il y a. C'est l'évolution logique aussi. L'objectif, c'est que derrière, on soit capable de faire confiance à ces outils-là. Avant, on faisait du code très bas niveau, du code machine, on maîtrisait. Je vais m'arrêter au C, mais on faisait, admettons, du C très bas niveau ou du Python. Et puis derrière, après, on est monté sur un langage objet, sur un langage de plus en plus haut niveau. Et à nous derrière de faire confiance à ce qui est écrit derrière. Alors, l'intérêt, c'est que les langages, la plupart sont open source, donc on est capable d'aller vérifier derrière la qualité de comment est leur rendu. Donc après, je pense et j'espère qu'il va y avoir aussi le même discours sur la partie no-code, low-code. Il commence à y avoir des outils open source où on peut aller voir ce qui est derrière, on peut aller comprendre comment ils ont converti tel champ ou telle fonction techniquement en code derrière et la qualité. Donc l'intérêt, c'est qu'il va falloir aller vers ça pour aller challenger un peu les grands d'aujourd'hui qui font du no-code, du low-code, quoi. Ouais. Après, encore une fois, c'est du coup pas accessible pour tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, il y a encore besoin pour le coup d'être développeur ou d'avoir des sacrées connaissances. Il faut des personnes qui valident. Un peu comme les sujets médicaux. Il faut qu'il y ait un expert derrière qui sache que derrière tel sujet, il se passe ça. Et derrière, à nous de faire confiance aussi aux développeurs pour qui c'est leur métier et d'aller dire, bah ok, là c'est propre. Et d'où l'intérêt de le rendre open source et ouvert pour que tout le monde puisse aller critiquer et dire, ok, il n'y a pas de triche, là c'est bien. Ouais. Un peu comme effectivement, si tu reprends médical et le moment, c'est les tests PCR, quoi. En soi, il y a toute l'avant où effectivement tu conçois, tu réfléchis le truc pour que ce soit le plus pratique à utiliser. Et puis après, n'importe quel pharmacien, maintenant les kinés, peuvent te faire un test parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir comment ça marche après. Ils ont juste ils ont besoin de savoir le geste. Donc finalement, l'intégration de. Si on prend sa partie développement, l'intégration de l'outil de no-code, quoi. Après derrière, effectivement, tant que c'est validé et que c'est ça, que ça marche, unanime et que c'est quoi, pour moi, c'est une boîte noire. Ok. T'as pas forcément besoin de savoir comment ça marche derrière. Voilà. Bon, et bah du coup, ça me rassure un peu. Enfin, je me dis que malgré toute la vague qu'il y a en ce moment autour du no-code et du low-code, moi, vraiment, je me posais la question. Je me dis, est-ce qu'il va vraiment. Enfin, c'était pas une question, naïve, quoi. Est-ce que le métier de développeur va vraiment, entre guillemets, exister demain, dans 10 ans ? La réponse, visiblement, enfin, en tout cas, votre point de vue, c'est plutôt oui. Le métier de développeur existera toujours parce qu'il faut quelqu'un pour développer l'appli no-code. Déjà, de base, et tenter des nouveaux métiers. Voilà, par contre, je pense que ça va créer des nouveaux métiers et ça va changer le métier de développeur. Ça va créer de nouveaux métiers parce que, un peu comme dans le web, on va créer des métiers d'intégrateur, non plus de site web, mais d'application web, où des personnes vont être capables d'aller faire de la base de données, faire des workflows et tout ça.
Et on va aussi améliorer le métier de développeur. Comme je disais tout à l'heure, avant on démarrait avec des langages bas niveau, haut niveau, et maintenant être capable d'avoir des briques complètement réutilisables, voire des applis, des frameworks complètement no-code, et le développeur va venir ajouter les 10% d'intelligence. J'avais lu un article en préparant aujourd'hui, il y a des sociétés qui sont en train de faire des tests où ils fournissent à des développeurs des applis no-code et low-code, et ils estiment qu'en gros les développeurs montent en capacité de production de 80 à 90%. C'est-à-dire qu'ils vont gagner un temps fou en passant par ces outils-là. Donc je pense que le métier de développeur demain va continuer à évoluer dans le sens où on va devenir de moins en moins faire de moins en moins des tâches faciles, au sens, je sais pas, des petits formulaires, des petites listes, des machins. Aujourd'hui, se concentrer sur vraiment pour se concentrer là où c'est intéressant, et par contre, il y aura toujours la R&D, il y aura toujours des sujets sur lesquels ce sera la nouveauté, il va falloir aller mettre les mains dedans, et c'est là où le développeur a vraiment une intelligence à apporter. Au final, si on questionne les développeurs d'il y a 20 ans et que leur expliquer comment on développe aujourd'hui, ils nous diraient exactement la même chose. Le low-code, au final, il n'existe pas que d'aujourd'hui, ça fait 20 ans. Quand tu regardes quand tu es à l'école et comment on développait, on était plus bas niveau que ce qu'on propose aujourd'hui. Les frameworks existaient très peu. Au final, le but d'un framework, c'est quand même simplifier le taf. Donc, le développeur, on va vers, pas la simplification de son travail, mais l'amélioration, comme tu dis, de sa productivité, pour se concentrer sur au final, le très spécifique, quoi. Laisser 95% des cas je dirais, qui est basique, qui est classique, pas besoin de le réinventer, et se concentrer sur les 5% restants, quoi. Bon, il y aura toujours des développeurs, du coup. Ouais, ce serait mieux. Ouais, c'est mieux pour vous. Puis vu toutes les formations et toutes les... j'ai pas les chiffres en tête, mais tous les ans, on a une augmentation en termes de pourcentage de développeurs qui sortent sur le marché qui est astronomique. Donc si c'est pour leur dire vous n'avez plus de taf dans 5 ans, ce serait quand même dommage. Mais inversement, on se rend compte aussi qu'il y a des boîtes qui galèrent à retrouver des développeurs, ou en tout cas certaines compétences. Je pense que ça fera le sujet d'un podcast sur justement le RH et ce qui est attendu aujourd'hui vraiment dans des agences sur les métiers du web. Mais c'est du coup plutôt positif s'il y a toujours du développement dans quelques années. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que ça a été pour ce premier tournage. Écoute, c'était cool. Bon cool. On se donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode. Le sujet, on vous le dévoilera sur les réseaux sociaux. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn et notre compte sur notre page Twitter. Et puis sur le site internet www.nwx.fr. Merci.